Imaginez le palais le plus magnifique du monde, des robes qui coûtent des fortunes, des tissus brodés d'or véritables, des courtisans parés comme des dieux. Maintenant imaginez que ces mêmes vêtements ne se lavent jamais, jamais. Pendant des mois, pendant des années, la transpiration s'accumule, les odeurs deviennent insoutenables, les maladies se propagent et personne ne peut rien faire, parce qu'un seul contact avec l'eau détruit ces chefs-d'œuvre. Alors on se noie dans les parfums, on se couvre de poudre, on souffre en silence. La princesse Palatine, belle-sœur du roi Soleil, a écrit dans une lettre « Les dames suent si fort sous leurs habits qu'elles puent comme des charognes. Des courtisans meurent d'infection, des nobles se grattent jusqu'au sang sous leurs dentelles. Et la duchesse de Bourgogne agonise en 6 jours, sans qu'on lui retire sa robe de cour. Versailles était le symbole de la grandeur française. Mais sous cette beauté éclatante se cachait un enfer que personne n'osait regarder. Ce que vous allez découvrir va changer à jamais votre vision du palais le plus célèbre du monde. Avant de commencer, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo et si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire de France, celles qu'on ne vous a jamais enseignées à l'école. Abonnez-vous maintenant, parce que chaque semaine, je vous révèle un pan oublié de notre passé. Alors, plongeons ensemble dans les coulisses de Versailles. 12 janvier 1687, 6 heures du matin, le château de Versailles dort encore, enveloppé dans le froid glacial de l'hiver. Dans la galerie des glaces, les premiers rayons du soleil traversent les hautes fenêtres et illuminent des milliers de particules de poussière qui flottent dans l'air immobile. Le silence est presque sacré. On entend à peine le craquement du parquet sous les pas feutrés des premiers domestiques qui s'affairent dans les couloirs. Mais déjà, le palais commence à s'éveiller. Les bruits se multiplient, des portes qui s'ouvrent, des murmures étouffés, des cliquetis métalliques discrets. 3000 personnes vivent ici, 3000 courtisans, domestiques, gardes, qui vont bientôt transformer ce château endormi en un véritable théâtre de la puissance française. Dans ses appartements privés, Madame de Maintenon est assise devant son miroir vénitien. Elle a 52 ans. Son visage est encore élégant, mais la fatigue se lit dans ses traits. Le teint pâle, malgré les couches de fard. Le regard las, presque éteint. Elle est la seconde épouse secrète de Louis XIV, la femme la plus puissante de France, après le roi lui-même. Mais ce matin, elle ressemble surtout à quelqu'un qui n'a pas dormi depuis des semaines. Sa dame de compagnie entre dans la chambre, les bras chargés de tissus précieux. C'est l'heure de l'habillage, un rituel qui va durer plus d'1 heure. Un rituel que Madame de Maintenon connaît par cœur, mais qu'elle redoute chaque jour un peu plus. D'abord, la chemise de lin, puis le corset, serré avec force, les baleines s'enfonçant dans les chairs. Ensuite viennent les jupons, un premier en coton épais, un deuxième en taffetas, un troisième rembourré pour donner du volume, les bas de soie attachés par des jarretières, le manteau intérieur, et enfin la robe elle-même. Cette robe est un chef-d'œuvre, du brocart cramoisi brodé de fils d'or véritables, des dentelles flamandes aux poignets, des perles cousues sur le corsage. Elle pèse près de 15 kg. 15 kg de tissu, de métal précieux, d'ornements qui vont comprimer le corps de Madame de Maintenon pendant toute la journée. Mais il y a autre chose. Quelque chose que personne ne voit. Quelque chose que personne n'ose dire. Une odeur. Pas l'odeur délicate de lavande ou de rose qu'on pourrait imaginer. Non, une odeur lourde, entêtante, presque suffocante. Du musc, de l'ambre gris, de la civette, des parfums animaliers, violents, appliqués en quantité massive directement sur les vêtements et sur la peau. Pourquoi tant de parfums? Pour masquer quelque chose, pour étouffer une autre odeur, bien plus profonde, bien plus troublante. Madame de Maintenon se lève. Elle fait quelques pas, la robe crisse à chaque mouvement. Elle sent déjà la chaleur monter, et la journée ne fait que commencer. Sortons maintenant de cette chambre, traversons les couloirs. Entrons dans la galerie des glaces. Le spectacle est éblouissant.
Les courtisans arrivent un par un, parés de leurs plus beaux atours. Des velours pourpres, des soies bleues, des dentelles blanches comme neige, des broderies d'or et d'argent qui brillent si l'on crie sous les lustres, des perruques poudrées hautes de 50 cm, des bijoux qui scintillent à chaque geste. C'est le sommet de l'élégance européenne, le symbole même de la civilisation française. Les ambassadeurs du monde entier viennent ici pour admirer cette magnificence. Les peintres immortalisent ces scènes pour l'éternité. Versailles est devenu le modèle que toutes les cours d'Europe tentent d'imiter. Mais approchez-vous, regardez plus attentivement, écoutez ce que personne ne dit. Le duc de Saint-Simon, l'un des plus célèbres mémorialistes de l'époque, a écrit dans ses carnets une phrase troublante, une phrase qu'il n'a jamais osé prononcer à voix haute de son vivant. Il a écrit « L'odeur à Versailles était parfois si forte qu'on ne pouvait y tenir, malgré tous les parfums dont on s'inondait. » Relisez cette phrase, lentement. L'odeur était si forte qu'on ne pouvait y tenir, malgré tous les parfums. Qu'est-ce que cela signifie ? Quelle odeur pouvait être assez puissante pour traverser ces nuages de musc et d'ambre gris ? Que cachaient vraiment ces vêtements somptueux ? La vérité est là, sous nos yeux, dissimulée dans les archives, les lettres privées, les témoignages que personne ne voulait entendre. Une vérité si dérangeante qu'elle a été effacée de l'histoire officielle pendant des siècles. À Versailles, au XVIIe siècle, les vêtements de cour ne se lavaient pratiquement jamais. Jamais. Pas par négligence, pas par paresse, mais par impossibilité pure et simple. Ces robes magnifiques, ces costumes somptueux, ces chefs-d'œuvre textiles valant des fortunes, ne pouvaient tout simplement pas être lavés. Un seul contact avec l'eau aurait tout détruit. Pourquoi ? Parce que ces tissus étaient tissés avec des fils d'or et d'argent véritable, des métaux précieux entrelacés dans la soie et le velours. L'eau dissolvait les cols qui les maintenaient. Elle ternissait les métaux. Elle faisait dégorger les teintures. Une seule lessive pouvait ruiner une robe qui coûtait l'équivalent de plusieurs années de salaire d'un ouvrier qualifié. Les teintures elles-mêmes étaient fragiles. De la cochenille pour le rouge, de l'indigo pour le bleu, du safran pour le jaune, des colorants naturels, magnifiques, mais qui n'étaient pas fixés chimiquement comme aujourd'hui. L'eau les faisait disparaître en quelques minutes. Et puis il y avait la structure. Ces robes comportaient des dizaines de couches, des armatures de baleine, des rembourrages, des paniers, des dentelles cousues main. Les démonter et les remonter après un lavage relevait de l'impossible. Cela aurait pris des jours, peut-être des semaines. Alors on ne les lavait pas. Les inventaires après décès conservés aux archives nationales révèlent des chiffres glaçants. Les courtisans les plus fortunés possédaient entre 10 et 20 tenues de cour. Les moins riches, 2 ou 3, portaient en rotation constante. Certains vêtements étaient portés pendant des mois, voire des années, sans jamais voir l'eau, sans jamais être vraiment nettoyés. Imaginez maintenant ce que cela signifie. Imaginez ces hommes et ces femmes serrés dans leurs corsets et leur juste au corps. Imaginez-les dans les salons surchauffés de Versailles, avec leurs cheminées qui brûlent en permanence et leurs centaines de bougies qui dégagent une chaleur étouffante. Imaginez-les lors des cérémonies interminables, debout pendant des heures, sans pouvoir s'asseoir, sans pouvoir se reposer. La transpiration, enfermée sous toutes ces couches de tissu, absorbée par les fibres, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, sans jamais sécher, complètement. La princesse palatine, Madame, belle-sœur de Louis XIV, a écrit dans une lettre datée de 1694, une lettre adressée à sa famille en Allemagne, qu'elle pensait privée, intime. Elle y décrit la vie à la cour avec une franchise brutale. Elle écrit « Les dames suent si fort sous leurs habits qu'elles puent comme des charognes. Elles puent comme des charognes. » Ces mots ne viennent pas d'un ennemi de la France, pas d'un pamphlétaire. Ils viennent de l'intérieur même de Versailles, de quelqu'un qui vivait cette réalité chaque jour.
L'histoire officielle nous montre Versailles comme le sommet de l'élégance, le triomphe de la civilisation sur la barbarie, le palais où l'humanité a atteint son plus haut degré de raffinement. Mais derrière cette façade dorée se cachait une vérité que personne n'osait avouer. Les plus beaux vêtements du monde étaient devenus des pièges, des nids à bactéries, des sources de maladies, des instruments de souffrance quotidienne, et personne ne pouvait rien y faire. Parce que retirer ses vêtements, c'était admettre qu'on ne pouvait pas soutenir le rythme de Versailles, c'était avouer sa faiblesse, c'était signer sa mort sociale. Alors on continuait, on serrait les dents, on ajoutait plus de parfum, on changeait de chemise quand c'était possible, on souriait, on dansait, on jouait le rôle que la cour attendait, mais sous ces sourires figés, sous ces postures élégantes, les corps souffraient, les peaux suppuraient, les infections se propageaient, ce qui devait célébrer la grandeur du royaume était en train de ronger ses habitants de l'intérieur, et le pire restait à venir. Automne 1693. Dans les appartements privés du roi, une scène se déroule loin des regards de la cour. Louis XIV a 55 ans. Il est au sommet de sa puissance, le roi Soleil, l'homme le plus puissant d'Europe. Mais ce matin, il souffre. Son médecin personnel, Antoine d'Aquin, examine attentivement sa peau. Des éruptions rouges couvrent ses avant-bras, des plaies qui ne guérissent pas, cachées sous les manchettes de dentelle, des démangeaisons constantes qui le tourmentent jour et nuit. Le diagnostic est consigné dans les archives médicales de la cour, aujourd'hui conservées au service de santé des armées. Le roi souffre d'irritations cutanées chroniques, d'infections qui reviennent sans cesse, de problèmes de peau qui résistent à tous les traitements. Quelle est la solution proposée par le médecin? Plus de parfum, plus de poudre, des onguents à base de mercure et de plomb, des saignées pour évacuer les humeurs mauvaises. Jamais, à aucun moment, on ne pense à retirer les vêtements, à les laver, à laisser la peau respirer, parce que personne ne comprend le lien, personne ne voit la connexion entre ces tissus sales, imprégnés de transpiration, et les maladies qui rongent les corps. Alors on fait pire, on ajoute des couches, des solutions chimiques, des remèdes qui ne font qu'aggraver le problème. Les courtisans le savent, ils sentent les odeurs, ils ressentent les démangeaisons, ils voient les jaucrois, les rougeurs sur leur peau. Mais que peuvent-ils faire? Ils se tournent vers les parfums, des parfums de plus en plus violents, de plus en plus concentrés. Le musc, extrait des glandes de cerfs musqués chassés en Asie. La civette, prélevée sur les glandes de petits mammifères africains. L'ambre gris, ces sécrétions intestinales de cachalots récupérés sur les plages. Ce sont des parfums animaliers, lourds, entêtants, presque écœurants, mais ils masquent temporairement les autres odeurs. Alors on les applique directement sur les vêtements, sur la peau, dans les cheveux, sur les perruques. Les dames se font vaporiser de parfums plusieurs fois par jour. Les hommes portent des sachets aromatiques glissés dans les plis de leur juste au corps. Certains courtisans dépensent de des fortunes en essences rares venues d'Orient. Mais ce n'est pas suffisant. Alors on ajoute les poudres, de la poudre de riz, de la poudre de talc, de la poudre d'amidon. On les saupoudre entre les couches de vêtements pour absorber l'humidité, pour créer une barrière entre la peau et le tissu. En réalité, ces poudres forment une pâte collante au contact de la transpiration, une pâte qui retient encore plus les bactéries, qui crée un milieu parfait pour leur prolifération. Les sachets aromatiques viennent ensuite. Lavande séchée, pétales de rose, résine de benjoin. On les glisse partout, dans les manches, dans les jupons, dans les poches. Ils fonctionnent pendant quelques heures, peut-être une matinée. Puis leur parfum délicat est submergé par les odeurs corporelles. Mais on continue, on en change, on en ajoute encore. C'est un cercle vicieux. Plus on ajoute de produits chimiques, plus les problèmes de peau s'aggravent. Plus la peau s'irrite, plus elle transpire. Plus elle transpire, plus les vêtements s'imprègnent. Plus les vêtements s'imprègnent,
plus les odeurs deviennent fortes. Plus les odeurs deviennent fortes, plus on ajoute de parfums et de poudre. Et le cycle recommence, encore et encore. Les médecins de l'époque ne comprennent rien. Ils ignorent l'existence des bactéries. Louis Pasteur ne naîtra que 2 siècles plus tard. La théorie microbienne n'existe pas encore. Alors, il cherche des explications ailleurs, dans la théorie des 4 humeurs héritée d'Hippocrate. Le sang, la bile jaune, la bile noire, le flegme. Un déséquilibre des humeurs explique toutes les maladies. Les problèmes de peau, c'est un excès de bile noire, la solution, des Enzymochronosiques, saignées, des purges, des lavements, des régimes alimentaires stricts. Jamais on ne pense aux vêtements. Certains courtisans commencent pourtant à avoir des soupçons. Ils remarquent que leurs problèmes de peau s'aggravent à Versailles et s'améliorent quand ils retournent dans leur domaine à la campagne, où ils portent des vêtements plus simples, où ils peuvent se laver plus facilement. Mais ces observations restent privées, murmurées dans l'intimité, jamais formulées ouvertement, parce que accuser les vêtements de cour, c'est accuser le système lui-même, c'est remettre en question l'étiquette, les règles qui régissent chaque instant de la vie à Versailles. Et cela, personne ne peut se le permettre. Alors le silence continue, la souffrance continue, les maladies continuent. Et dans quelques années, elles vont tuer. Pas des anonymes, pas des domestiques, mais les personnes les plus proches du roi, les membres de la famille royale elle-même, parce que les vêtements de Versailles ne font pas de distinction. Ils infectent tout le monde, nobles et domestiques, riches et pauvres, puissants et faibles. La magnificence était en train de dévorer ceux qui devaient l'incarner. Les registres médicaux de la cour de Versailles racontent une histoire glaçante, une histoire que les chroniques officielles préféraient taire. Ces registres, conservés aujourd'hui dans les archives du service de santé des armées, révèlent l'ampleur d'une épidémie silencieuse. La gale de cour, c'est ainsi qu'on l'appelait, une infection par un acarien microscopique, le sarcopte. Il se transmet par contact direct avec les vêtements infectés. Et à Versailles, où les courtisans se frôlent constamment, où les robes se touchent dans les couloirs étroits, où les corps se pressent lors des cérémonies, l'acarien trouve un terrain parfait. Presque tous les courtisans l'ont contracté à un moment ou un autre. Les démangeaisons sont insoutenables. Elles s'intensifient la nuit. Certains se grattent jusqu'au sang sous leurs manchettes de dentelle, mais en public, ils ne montrent rien. Ils sourient, ils bavardent, ils jouent leur rôle. Les furoncles viennent ensuite des infections bactériennes qui se forment là où la peau macère sous les vêtements, sous les bras, dans le dos, au niveau du cou serré par les cols montants. Ces furoncles gonflent, deviennent douloureux, finissent par éclater, laissant des plaies purulentes. Louis XIV lui-même a subi de multiples interventions chirurgicales pour des abcès récurrents, des chirurgiens qui incisent, qui drainent, qui cautérisent au fer rouge. Sans anesthésie, le roi doit serrer les dents et supporter la douleur en silence pour ne pas montrer de faiblesse devant sa cour. Les mycoses prolifèrent dans les plis cutanés, là où l'humidité et la chaleur créent un environnement idéal pour les champignons, sous les corsets des femmes, dans les plis de laine, entre les orteils comprimés dans des chaussures qui ne respirent pas. Ces infections ne tuent pas directement, mais elles affaiblissent, elles épuisent, elles rendent les corps vulnérables à des maladies plus graves. Février 1007, 112, un événement va bouleverser la cour, un événement qui révèle toute l'horreur de ce système. Marie-Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne, a 26 ans. Elle est la petite-fille de Louis XIV, belle, intelligente, adorée de toute la cour. Son mari est l'héritier du trône de France. Un jour, elle sera reine. Le 5 février, elle assiste à une réception dans la Galerie des Glaces. Elle porte sa robe de cour habituelle, du velours bleu brodé d'argent, magnifique, écrasante. Au milieu de la soirée, elle commence à se sentir mal, une fièvre soudaine, des frissons.
Mais l'étiquette interdit de quitter la présence du roi sans permission formelle. Alors elle reste, elle sourit, elle danse même. Sous sa robe, elle transpire abondamment. La fièvre monte, sa peau brûle sous les couches de tissu. Le lendemain, les médecins sont appelés. Le diagnostic tombe rapidement, une fièvre pourprée. Probablement la rougeole, compliquée par une infection bactérienne secondaire. Le traitement standard de l'époque commence immédiatement. Des saignées, encore et encore, pour évacuer le mauvais sang. Elles affaiblissent la jeune femme davantage. Les médecins refusent de lui retirer sa robe de cour. Même maintenant qu'elle est alitée, même maintenant qu'elle agonise, pour préserver sa dignité, pour respecter l'étiquette. Marie-Adélaïde supplie qu'on la laisse respirer, qu'on desserre son corset, qu'on enlève ses vêtements qui l'étouffent. Mais on refuse. Les éruptions cutanées se généralisent en 48 heures. Des plaques rouges couvrent son corps. Sa peau se couvre de pustules. Les infections se multiplient sous les vêtements qui emprisonnent sa chair. Le duc de Saint-Simon, présent durant ces terribles journées, écrira plus tard dans ses mémoires « On la vit mourir avec toute sa cour autour d'elle, parée comme pour un bal, alors qu'elle suppliait qu'on la laisse respirer. » Le 11 février, 6 jours après le début de la maladie, Marie-Adélaïde de Savoie meurt, dans d'atroces souffrances, étouffée par les vêtements mêmes qui devaient symboliser sa grandeur. Son mari, le duc de Bourgogne, contracte la même maladie quelques jours plus tard. Il meurt à son tour, puis leur fils aîné. En quelques semaines, 3 héritiers directs du trône de France disparaissent. La cour est sous le choc. Comment est-ce possible? Comment des personnes si jeunes, si bien soignées, ont-elles pu mourir si vite? On parle d'empoisonnement, de complot, de malédiction. On accuse même le duc d'Orléans d'avoir orchestré ces morts pour s'emparer du trône. Mais personne ne regarde les vêtements. Personne ne fait le lien entre ces robes magnifiques et les infections qui ont tué la duchesse. Personne ne comprend que le système lui-même est devenu mortel. Voilà le dilemme central, le paradoxe qui définit Versailles. Comment des personnes intelligentes, cultivées, servies par les meilleurs médecins disponibles, ont-elles pu accepter une telle situation? Comment ont-elles pu choisir l'apparence plutôt que la survie? La réponse est terrible dans sa simplicité, parce qu'elles n'avaient pas le choix. Retirer ses vêtements de cour, c'était admettre qu'on ne pouvait pas soutenir le rythme de Versailles. C'était un aveu de faiblesse, une mort sociale. Pour un noble de l'époque, perdre sa position à la cour était pire que la mort physique. Le système était devenu une prison dorée, certes, mais une prison dont personne ne pouvait s'échapper. Et pendant ce temps, les corps continuaient à souffrir. Les infections continuaient à se propager. Les maladies continuaient à tuer. Mais certains ont essayé de résister, de trouver des solutions, des moyens de survivre à cet enfer parfumé sans briser les règles de l'étiquette. Leur stratégie était discrète, souvent désespérée, toujours insuffisante. Face à cette situation, certains courtisans ont développé des stratégies, des méthodes secrètes pour survivre sans enfreindre ouvertement les règles de Versailles. Le nettoyage à sec primitif devient une pratique courante dans l'intimité des chambres. Les domestiques brossent vigoureusement les vêtements avec des brosses en crin de cheval. Ils les aèrent près des fenêtres ouvertes, même en plein hiver, espérant que le froid purifiera les tissus. Certains suspendent les robes au-dessus de fumées de plantes aromatiques, du romarin, du thym, de la sauge. On croit que ces fumées chassent les miasmes et purifient dans les vêtements. Mais ces méthodes ne font qu'effleurer le problème. Elles éliminent peut-être quelques odeurs superficielles, mais elles ne touchent pas aux bactéries incrustées dans les fibres, aux résidus de transpiration cristallisés, aux colonies microbiennes qui se développent dans l'obscurité des placards. Les sous-vêtements deviennent le seul véritable champ de bataille gagnable. Contrairement aux robes de cour, les chemises et culottes en lin peuvent être lavées.
Et certains courtisans en profitent. Ils changent de chemise tous les jours, parfois même 2 fois par jour. Leurs domestiques accumulent des montagnes de linge sale qui partent discrètement vers les lavoirs. C'est un luxe que seuls les plus riches peuvent s'offrir. Une chemise de lin de qualité coûte cher. En posséder 30 ou 40 pour pouvoir les changer quotidiennement représente un investissement considérable, sans parler du coût du lavage lui-même, du savon, de l'eau chaude, des heures de travail des lavandières. Madame de Sévigné, dans une lettre adressée à sa fille en 1680, écrit avec une franchise inhabituelle « Je quitte Versailles comme on sort d'un four. J'ai besoin de respirer l'air pur de ma Bretagne et de me laver de toute cette magnificence qui colle à la peau. » Cette phrase révèle une stratégie plus radicale. La fuite. Les courtisans les plus malins s'absentent régulièrement de Versailles. Ils invoquent des prétextes officiels, gérer leur domaine, régler des affaires familiales, superviser des récoltes. Mais la vraie raison est souvent plus simple. Ils ont besoin de s'échapper, de respirer, de se laver vraiment. Dans leur château de province, loin des regards de la cour, ils peuvent enfin retirer ces vêtements qui les étouffent, porter des habits simples en coton et en lin, se baigner, laisser leur peau respirer, se reposer. Certains prolongent ces séjours aussi longtemps qu'ils osent, des semaines, parfois des mois, jusqu'à ce que leur absence devienne suspecte, jusqu'à ce que le roi lui-même s'interroge. Et alors ils reviennent, ils reprennent leur place, ils renfilent leurs armures textiles. Mais le soulagement est temporaire, parce qu'à Versailles, le cycle recommence immédiatement. L'absurdité de la situation atteint son paroxysme dans ces années-là, au moment précis où Louis XIV fait de Versailles le symbole de la puissance française, où les ambassadeurs du monde entier viennent admirer la splendeur de la cour, où les architectes, les peintres, les poètes célèbrent la grandeur du roi Soleil. À ce moment exact, les habitants de ce palais souffrent en silence de maladies évitables. Ils sont prisonniers de vêtements somptueux, devenus des instruments de torture. Ils endurent des douleurs quotidiennes que personne n'ose nommer. Le contraste est saisissant. D'un côté, la magnificence publique, les tableaux qui immortalisent la gloire du règne, les chroniques qui décrivent les fêtes somptueuses, les lettres diplomatiques qui vantent l'élégance incomparable de la cour française. De l'autre, la souffrance privée, les lettres intimes qui parlent de démangeaisons insupportables, les registres médicaux qui consignent des infections récurrentes, les témoignages discrets qui décrivent des odeurs, pestilentielles, les morts prématurées qu'on attribue à tout, sauf aux vraies causes. Cette dualité définit Versailles. La façade contre la réalité, la propagande contre la vérité vécue, la gloire officielle contre la misère cachée. Et cette dualité va laisser des traces qui dépassent largement les corps meurtris des courtisans, des traces qui vont transformer la France elle-même, parce que cette souffrance silencieuse ne pouvait pas durer éternellement. Les corps ont leurs limites, les systèmes aussi, et même la plus brillante des façades finit toujours par se fissurer. Les graines du changement sont déjà là, dans les lettres privées qui circulent, dans les murmures des courtisans exilés dans leur domaine, dans les observations des médecins qui commencent à douter des théories anciennes, dans les regards des philosophes qui observent cette cour avec un scepticisme croissant. Le XVIIIe siècle approche, et avec lui, une révolution, pas seulement politique, pas seulement sociale, mais aussi une révolution de l'hygiène. Une révolution qui va naître précisément de l'horreur de Versailles. Parce que parfois, il faut toucher le fond pour comprendre qu'il faut changer. Il faut voir la magnificence dévorer ses propres enfants pour réaliser que quelque chose ne va pas. Et les vêtements de Versailles ont montré le fond, l'abîme où conduit l'obsession de l'apparence au détriment de l'humanité. Ce qui va suivre va changer la France
pour toujours. Aujourd'hui, aux Archives nationales à Paris, dans les réserves climatisées du Musée des Tissus de Lyon, dans les collections du Château de Versailles, les vêtements de cette époque racontent encore leur histoire. Une histoire que personne ne peut plus ignorer. Des restaurateurs en gants blancs examinent une robe ayant appartenu à Madame de Montespan, la célèbre maîtresse de Louis XIV, du velours grenat brodé de fil d'or. 350 ans ont passé, mais cette robe garde ses secrets. Les analyses au microscope électronique révèlent des colonies bactériennes fossilisées dans les fibres, des résidus de sueur cristallisés, comme des dépôts minéraux incrustés dans la soie, des particules de peau morte enchâssées dans les broderies, témoins silencieux d'un corps qui a souffert. Les zones en contact direct avec le corps, les dessous de bras, le dos, le col, montrent une détérioration accélérée. La transpiration acide a littéralement rongé les fils. Le velours est plus mince à ces endroits, parfois même troué. Mangé de l'intérieur. Et puis, il y a les parfums. Les analyses chimiques détectent encore, 3 siècles et demi plus tard, des molécules de musc, de civette, d'ambre gris. Des concentrations si élevées qu'elles ont partiellement momifié les tissus, comme si ces vêtements avaient été embaumés dans leur propre parfum. Une restauratrice du musée des tissus, interviewée récemment, a dit quelque chose de frappant. Ces robes sont des capsules temporelles. Elles nous racontent un mot, une histoire, que les chroniques de cour préféraient taire. La souffrance quotidienne derrière le spectacle de la grandeur. Cette souffrance n'a pas été vaine. Elle a déclenché quelque chose. Un changement profond qui allait transformer la France. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières observent Versailles avec un regard nouveau. Ils voient les ravages, ils entendent les témoignages et ils commencent à poser des questions dangereuses. Pourquoi toute cette artificialité? Pourquoi sacrifier la santé à l'apparence? Pourquoi la civilisation devrait-elle signifier la souffrance? Jean-Jacques Rousseau prône le retour à la nature, à la simplicité. Il critique ouvertement l'artifice de la cour. Voltaire se moque des parfums qui cachent la corruption. Diderot parle de la nécessité de l'hygiène, de l'air pur, de vêtements simples et propres. Ce ne sont plus des murmures privés, ce sont des idées publiées, débattues, diffusées dans toute l'Europe. Dans les années 1770 à 1780, quelque chose change à Versailles même. Marie-Antoinette, peut-être influencée par sa mère, Marie-Thérèse d'Autriche, qui tenait une cour plus hygiénique à Vienne, commence à porter des robes différentes, des robes en mousseline de coton, blanches, simples, légères, et surtout lavables. Elle se fait construire le hameau de la Reine, un petit village rustique où elle peut s'habiller simplement, porter du lin, respirer. Cette rupture avec l'étiquette versaillaise lui vaut des critiques féroces. On l'accuse de négliger sa dignité de reine, de se comporter comme une paysanne. Ces accusations alimenteront plus tard la propagande révolutionnaire. Mais elle essayait simplement de survivre, de ne pas mourir étouffée comme la duchesse de Bourgogne, de ne pas souffrir comme tant d'autres avant elle. Après 1789, l'aristocratie vestimentaire s'effondre. Les révolutionnaires adoptent des vêtements simples, du coton, du lin, des habits qu'on peut laver chaque semaine. Ce n'est pas seulement un choix politique, c'est un soulagement physique collectif. Le paradoxe est saisissant. Le système de Versailles, conçu pour démontrer la supériorité de la civilisation française, a créé des conditions de vie moins hygiéniques que celles de nombreux paysans. Ces paysans qui portaient des vêtements simples en lin, qu'ils lavaient régulièrement à la rivière. Ces paysans que la noblesse méprisait étaient en réalité plus propres, plus sains que les courtisans dorés de Versailles. Cette histoire dépasse l'anecdote vestimentaire. Elle révèle des vérités universelles sur l'humanité. Le poids des apparences. Combien de fois, à travers l'histoire, les êtres humains ont-ils sacrifié leur santé pour maintenir des apparences socialement valorisées?
les pieds bandés en Chine, les corsets mortels de l'époque victorienne, les régimes extrêmes d'aujourd'hui. L'humanité choisit constamment la conformité sociale plutôt que le bien-être physique, l'aveuglement collectif. Comment des sociétés entières peuvent-elles ignorer des souffrances évidentes quand elles contredisent le récit officiel ? Versailles devait incarner la perfection, donc personne n'osait voir les imperfections qui le rongeaient de l'intérieur, la fragilité de la grandeur. Louis XIV voulait un palais immortel symbolisant la puissance éternelle. Mais sous les ors, les corps se dégradaient, la magnificence était construite sur la souffrance de ceux qui devaient l'incarner, la dignité humaine face au système. Les courtisans n'étaient ni stupides ni masochistes. Ils étaient prisonniers d'un système qui ne laissait aucune place à la dissidence. Leur courage était dans la simple survie quotidienne. Revenons une dernière fois à Madame de Maintenon, cette femme fatiguée devant son miroir. Elle ajuste sa robe cramoisie. Elle sait qu'elle va souffrir toute la journée. Elle sait que ce vêtement magnifique la ronge de l'intérieur, mais elle se lève. Elle marche vers la porte. Elle sourit, parce qu'à Versailles, il n'y a pas d'alternative. Aujourd'hui, quand nous admirons les portraits de la cour de Versailles, ces visages poudrés, ces robes somptueuses, ces perruques majestueuses, nous voyons la gloire de la France. Mais derrière chaque sourire figé, derrière chaque posture élégante, se cachait une vérité que personne n'osait dire. La magnificence avait un prix. Et ce prix, c'était la chair de ceux qui devaient l'incarner. Les vêtements de Versailles n'étaient pas seulement des nids à maladie. Ils étaient le symbole d'une époque où l'apparence importait plus que la vie, où la grandeur se construisait sur la souffrance, où la dignité humaine devait se soumettre aux exigences d'un système devenu fou. L'histoire n'est jamais seulement ce qu'on montre, elle est aussi et surtout ce qu'on cache.